J'aimerais vous conter une histoire. La médecine depuis longtemps existe dans les sociétés humaines, même si les preuves sont peu nombreuses avant l'apparition de l'écriture pour parler d'une organisation de la médecine. Nous savons néanmoins que dans les anciennes sociétés tribales, qu'il y avait des guérisseurs ou chamans qui accumulaient différents savoirs sur les plantes et rituels afin de soigner leurs congénères. Par déduction des archéologues, ces guérisseurs étaient des chercheurs, des explorateurs en quête de différents remèdes apportés par la nature. Ils transmettaient ensuite oralement leurs connaissances et leurs traditions à de plus jeunes pour conserver ces savoirs et continuer de soigner les siens à travers le temps. Au néolithique, on observe même déjà des pratiques comme la trépanation, où il s'agit de faire un trou dans le crâne afin d'accéder au cerveau. Bien sûr, cette pratique était faite avec des couteaux en silex, ce qui restait assez rudimentaire. Rudimentaire? Tu veux dire inconscient, violent, barbare, oui. Tu sais, on faisait avec ce qu'on avait à l'époque, et en vrai, déduire déjà que la trépanation permettait de soulager des douleurs crâniennes, c'est assez impressionnant. Certes, c'était aussi lié à des croyances de possession d'esprits malins qu'il fallait libérer. Dans tous les cas, je suis bien content d'être au XXIe siècle. Enfin bref, continue. Les premières preuves concrètes d'une médecine datent de l'époque mésopotamienne, en 1750 avant notre ère. En effet, une stèle originaire de Babylone, aujourd'hui l'Irak, a été découverte datant de cette époque. C'est la fameuse stèle d'Hammurabi, où est gravé un texte juridique de plus ou moins 300 articles, dont la célèbre loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Sur cette stèle, une douzaine de lois qui concernent la médecine est inscrite. Il y a notamment des condamnations que peut encourir un médecin s'il ne respecte pas certaines règles. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que la médecine existe, puisqu'elle est encadrée par un texte juridique. À cette époque, la médecine est encore très liée à la religion et donc la croyance que certaines maladies sont liées à des fautes punies par les dieux. À côté de ça, nous avons le papyrus d'Edwin Smith, un égyptologue du 19e siècle qui découvrit ce papyrus en Égypte datant de 1500 ans avant notre ère. Ce texte est un traité de chirurgie de guerre qui a la particularité d'avoir une approche rationnelle scientifique en séparant l'aspect religieux et magique de la médecine. L'autre particularité de ce traité est qu'il serait en fait une copie d'un texte original bien plus ancien qui daterait de 3000 ans avant notre ère, plus ancienne que la stèle d'Hammurabi évoquée plus tôt. Selon les archéologues, ce traité aurait été écrit à l'origine par le célèbre médecin et architecte Imhotep. Le papyrus d'Edwin Smith fait le lien avec d'autres copies de traités datant de la même époque, permettant de dessiner une médecine égyptienne déjà documentée et variée sur son cadre et ses différentes disciplines. Même si l'aspect religieux a tout de même persisté dans la médecine occidentale, les évolutions jusqu'à la Grèce antique ont permis de faire progresser les connaissances. En effet, c'est à partir du 7e siècle avant notre ère que les premiers médecins sédentaires apparaissent dans les cités grecques avec leur propre maison comme cabinet médical et de chirurgie. D'autre part, c'est jusqu'au 6e siècle avant notre ère que les différentes populations pensaient que l'organe qui gouvernait le corps était le cœur ou bien le foie. C'est avec les disciples de Pythagore, notamment avec Alcméon, un médecin, que cette croyance est bouleversée puisqu'il affirme que c'est le cerveau qui gouverne. Ça devait être un sacré pavé dans la mare à l'époque, j'imagine. Disons que ça remet en question et plusieurs se sont même opposés à cette affirmation. Les nouvelles découvertes sont souvent déstabilisantes à réaliser. D'ailleurs, ce sont particulièrement les philosophes de l'époque, qui ont plusieurs casquettes en réalité, qui permettront d'améliorer les connaissances en médecine, notamment grâce aux dissections sur des animaux effectuées par le célèbre Diogène et au traité d'Aristote écrit en 330 avant notre ère, qui viendront enrichir les connaissances sur l'anatomie. Cependant, le fameux médecin qui viendra bouleverser l'approche médicale de manière pragmatique et beaucoup plus détachée de la religion, c'est Hippocrate. Qui était Hippocrate? Même si certains historiens actuels nient le fait qu'il aurait vécu, d'autres s'appuient sur les témoignages présents dans les textes de grands philosophes comme Platon et Aristote pour valider son existence. Il faudra tout de même attendre 150 ans après ces textes-là et le 1er siècle après Jésus-Christ afin d'avoir d'autres éléments biographiques du célèbre médecin.
Même si nous ne sommes pas tout à fait sûrs des éléments retraçant son histoire, nous pouvons dire qu'il serait né en 460 avant Jésus-Christ sur l'île grecque de Kos qui faisait partie de la Confédération d'Athènes. Hippocrate venait d'une famille de médecins qui, comme d'autres familles de la région vouées à la médecine, prétendaient descendre du héros grec Asclépios, fils de Apollon et d'une mortelle. Ah ouais, d'accord, donc on peut se prétendre descendant de divinités comme ça, normal. Remarque, je me dis, ça devait bien arranger pour les affaires, n'empêche. La légende dit que le père d'Hippocrate est de la lignée directe du demi-dieu. Mais je pense que c'est surtout pour la symbolique, pour ce qu'il représente puisque Asclépios est le héros médecin. D'ailleurs, il est mentionné dans l'Iliade de Homère, où il est représenté avec un bâton et un serpent qui l'entoure, symbole de la médecine que l'on peut retrouver actuellement, par exemple sur le drapeau de l'OMS ou sur les ambulances. Mais pour revenir à Hippocrate, celui-ci était considéré comme un grand médecin par ses contemporains avec sa vision novatrice de la médecine. En effet, c'est l'un des premiers médecins grecs à faire la distinction entre la religion et la médecine. Il part en effet du postulat que les maladies sont surtout liées à des causes environnementales, alimentaires, climatiques, etc., plutôt que des punitions divines. Il prenait l'ensemble des symptômes d'une maladie afin d'en comprendre les causes, ce qui pourrait paraître banal à notre époque, mais c'est un véritable changement de paradigme dans l'Antiquité. Hippocrate était un médecin philosophe itinérant dont plusieurs récits ont été contés à travers les œuvres de philosophes. Des histoires qui oscillent entre réalité et légende, selon différents courants de pensée de notre époque. Mais voyons quelques points. Hippocrate aurait été en Égypte source de la médecine afin d'y apprendre la pharmacopée et les songes. Il aurait refusé les présents du roi de Perse Artaxerxès Ier qui aurait souhaité ses services, ce qui ne serait pas impossible puisque le roi de Perse cherchait à s'entourer des plus grands savants du monde. Il aurait participé à la guérison des Athéniens suite à une peste en faisant de grands feux afin de purifier l'air et aurait trouvé un remède. Cependant, la présence de Hippocrate est discutée, il serait intervenu durant une autre peste présente dans le nord de la Grèce. Il aurait également été appelé par le nouveau roi de Macédoine de l'époque qui semblait gravement malade, mais dont Hippocrate décela la cause réelle qui était en fait un amour caché pour sa belle-mère alors que son père était décédé. Ce qu'on peut dire, c'est que plusieurs faits et légendes gravitent autour du célèbre médecin, dont certaines continueront même jusqu'au Moyen-Âge avec des littératures pseudo-hippocratiques qui ne feront qu'enjoliver la légende. Hippocrate est donc devenu une véritable référence et un symbole à travers l'histoire de la médecine, qui s'est beaucoup appuyé sur ses travaux, notamment sur son corpus hippocratique. Le corpus hippocratique est un ensemble de livres, de conférences, d'études et d'essais philosophiques sur la médecine. Ce corpus est souvent associé à Hippocrate lui-même. Cependant, il est plus probable qu'il aurait été écrit à la fois par ses disciples et d'autres médecins souhaitant étayer l'ouvrage et que Hippocrate aurait été en réalité l'initiateur du projet. Le corpus n'a pas vraiment d'organisation et les discours peuvent même parfois se contredire. On y retrouve différents cas de médecine, 42 exactement, dont 25 qui se seraient terminés par la mort. Les différentes œuvres qui composent le corpus parlent de divers thèmes comme de la stérilité, de la nature des eaux, de la nature de l'homme en général, etc. Une des œuvres nommée l'Ancienne Médecine, par exemple, est un texte polémique sur la nature des hommes et des maladies. Ici, l'auteur affirme que l'origine de la médecine est bien plus ancienne qu'on le pense et serait intimement liée à la cuisine, qui permit aux hommes, selon l'auteur, de se distinguer des animaux en accumulant l'expérience à cuisiner les différents aliments pour mieux se nourrir. De cette expérience culinaire et la connaissance acquise des plantes au fil du temps, les hommes développèrent des remèdes pour les malades. Néanmoins, le texte le plus réputé de ce corpus est le célèbre Serment d'Hippocrate. Ce texte est un véritable repère dans l'éthique médicale puisque c'est un texte à la fois philosophique et pratique. Ce serment aurait traditionnellement été prononcé par les jeunes médecins. Cependant, de par son ancienneté, il est rarement prononcé sous sa forme originale aujourd'hui. Il est tout de même une grande source d'inspiration pour les serments actuels et les lois qui régissent les pratiques et l'éthique de la médecine. Le serment d'Hippocrate n'a pas de valeur juridique et reste avant tout symbolique. Il commence par une invocation aux dieux Apollon et Asclépios. Il est ensuite découpé en deux parties. La première partie concerne les devoirs de l'élève
envers son maître. En effet, à cette époque, la transmission pour devenir médecin avait un caractère filial. Une relation père-fils se crée même si l'élève n'était pas du même sang. L'élève s'engage auprès de son maître et doit pourvoir aux besoins de celui-ci. Il s'engage également à enseigner de manière gratuite aux enfants du maître. La deuxième partie concerne les devoirs envers les malades, le bien-être physique et mental étant la priorité du médecin. Dans cette partie, différents aspects sont énoncés, comme la question du régime, puisque dans la médecine hippocratique, l'alimentation est un facteur important permettant de corriger certaines maladies ou bien humeurs. Le médecin a donc le devoir d'écarter le malade des aliments pouvant être néfastes et d'indiquer ce qui est bon pour lui. On y parle aussi d'interdiction au poison pour donner la mort, dont la signification réelle est partagée aujourd'hui, puisque certains opposants à l'euthanasie s'appuient sur cet article qui traduirait pour eux l'interdiction d'aider un patient à mourir. Pour les défenseurs de l'aide active à mourir, l'interdiction du serment est mal comprise, car il est écrit « Je ne donnerai pas la mort délibérément », c'est-à-dire avec une intention d'assassiner une personne. De plus, pour les défenseurs, la citation « Je ne prolongerai pas abusivement les agonies » prouve que l'interdiction du serment parle de meurtre et non de l'aide active à mourir qui sert avant tout à mettre un terme aux grandes souffrances. Dans le serment, il est question aussi d'interdiction à l'avortement. Cependant, dans le corpus, d'autres textes contredisent cette interdiction. Les commentateurs d'aujourd'hui ont des avis partagés. Il s'agirait d'un avortement tardif qui serait interdit pour certains, puisque dans l'Antiquité, le fœtus est considéré en vie à partir du moment où il est animé, c'est-à-dire à 3 mois de grossesse. Même si pour d'autres, comme les pythagoriciens, le fœtus est considéré en vie dès sa conception. Enfin, le serment d'Hippocrate parle de la conduite du médecin, qui se doit d'être irréprochable et respectueuse envers ses patients. Les malades se soumettent au médecin et lui, à toute heure, est en contact avec des femmes, des jeunes filles, des objets précieux. Il faut, à l'égard de tout cela, garder les mains pures. Le serment met donc en avant le fait de ne pas abuser des situations, des méfaits et faveurs sexuelles. Le médecin se doit de garder une neutralité bienveillante et ne pas faire de distinction selon l'origine culturelle ou sociale du patient. Il doit également garder le secret médical en toutes circonstances pour garder la confiance de ses patients. L'œuvre d'Hippocrate a traversé les siècles et resta une grande source d'inspiration pour le monde de la médecine. Les travaux du célèbre médecin ont permis de participer au développement de la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui. En France, les nouveaux médecins prêtent serment sur un code de déontologie toujours appelé serment d'Hippocrate, même si il s'en éloigne en réalité. Malgré cela, le nom du grand médecin résonne encore, comme un phare pour nous rappeler que la médecine a une éthique. Cette philosophie selon laquelle la santé est un bien précieux en chacun de nous, qui mérite une attention particulière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas les pouces bleus et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, ciao les Corbax!